Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme. On va débriefer le prologue du Tour de Romandie. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette journée. On va regarder les temps, on va regarder où sont les leaders. Puis on parlera de ce parcours qui a fait un peu discuter. Voilà, sur cette étape, et puis on parlera de l'étape de demain, étape numéro 1. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0 sur la plateforme de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief des compétitions juste après l'arrivée. Les shorts également sur YouTube. Alors il n'y en a pas eu aujourd'hui, il y en aura demain. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et je remercie des gens qui le font. Et puis la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On va revenir sur cette étape. Parcours qui était extrêmement court, prologue, 2 km 200, avec pas mal de virages. Il y avait une dizaine de virages sur ce parcours. Pour moi, c'était un parcours comme on en a trouvé il y a 10-15 ans sur les prologues. Les prologues, il faut savoir qu'il y a le Romandie qui fait prologue. Il y a quasiment plus de courses. Il y avait le Tour de la Provence cette année, mais des prologues, ça a complètement disparu. Sauf que moi, je trouve que c'est bien pour démarrer une course, un prologue, pour plusieurs raisons. Bon, déjà parce qu'un prologue, c'est un effort qui est atypique. Et vous avez des spécialistes du chrono qui ne sont pas bons sur le prologue. Vous avez des spécialistes également de courses par étapes qui ne sont pas bons dans le prologue. Et à l'inverse, des coureurs qui sont peut-être un peu moins forts arrivent à s'en sortir. Je pense aujourd'hui à Guillaume Martin. Guillaume Martin, en fait, est plus proche que d'habitude des autres leaders. Et vous avez des purs spécialistes de la discipline. Moi, je me souviens notamment d'un Damien Godin qui était très très bon dans les prologues, qu'on avait gagné un sur Paris-Nice. Aujourd'hui, c'est une discipline qui n'existe plus, quasiment, comme les longs contre-la-montre par équipe, comme les longs contre-la-montre aussi. Les contre-la-montre de plus de 50 km, c'est des choses qui ont disparu. Parce que c'est vrai que sur le chrono, on a tendance à voir un peu toujours la même chose maintenant, c'est-à-dire que soit on a le format entre 8 et 15 km, et puis sinon c'est 30-35, quoi, entre 25 et 35, quoi. C'est un peu le format qu'on a d'habitude. Et ce qui fait qu'on a un peu toujours la même chose, je trouve, au niveau des chronos. Donc là, j'étais content parce qu'on avait quelque chose d'autre. Alors, il y avait 10 ou 11 virages où on aurait peut-être pu en sucrer un ou deux. Mais bon, c'était peut-être compliqué déjà de les sucrer. Je ne connais pas la topographie du terrain ici, du côté de la Romandie. Moi, ça ne m'a pas choqué parce que c'était plutôt bien sécurisé au niveau des barrières. Il y avait quasiment des barrières tout le long du parcours. Donc déjà, c'était plutôt bien fait. On aurait peut-être pu mettre à un endroit, soit les barrières un peu plus loin de la route, soit mettre des petits matelas en cas de contact avec les barrières, parce qu'il y avait un virage où on passait un petit peu plus vite. On aurait peut-être pu mettre ça. Mais sinon, et peut-être mettre des petits coussins à l'intérieur d'un virage, celui qui se refermait, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas l'impression qu'il se refermait. Bon, après, c'était pas catastrophique en termes de sécurité, c'est les deux petits trucs qu'on aurait peut-être pu faire en plus. En termes de sécurisation, ça va mettre des petits coussins, peut-être sur les jonctions de barrières ou un truc comme ça, sur les barrières. Moi, je trouve que oui, le parcours était sympa. Ça a apporté quelque chose de différent à ce qu'on a l'habitude d'avoir. On a eu des écarts qui étaient extrêmement serrés, parce que 2 km 200 c'est extrêmement court. Voilà, on a eu un parcours pas mal. Ce que je note comme point noir, moi, c'est la réalisation, mais c'est quelque chose que je mets souvent en avant sur les chronos. Parce que là, on avait maximum sur le parcours 3 coureurs. Donc on aurait pu mettre l'avancée de certains coureurs. On aurait peut-être pu mettre un temps intermédiaire ou, je sais pas, se débrouiller pour les chronos. On aurait pu mettre aussi un tableau récapitulatif du top 10, du top 15 des coureurs. Parce que là, comme tout le monde était extrêmement proche, en fait, je trouve que du côté des contre-la-montre, le cyclisme ne s'inspire pas suffisamment des sports mécaniques. C'est-à-dire qu'une séance de qualification dans les sports mécaniques, c'est super intéressant. En cyclisme, un chrono, c'est vrai qu'en termes de réalisation, on ne comprend pas grand-chose.
Il y a certains coureurs qu'on ne voit pas. On pourrait vraiment progresser sur la réalisation au niveau des chronos en s'inspirant de ce que fait la Formule 1. Pourquoi en Formule 1 on voit à peu près tout ce qui se passe sur un tour de circuit et pourquoi sur un prologue on voit pas tout ce qui se passe alors qu'un prologue c'est 2 km 200, un circuit de Formule 1 ça peut monter jusqu'à 6 km et demi. Du côté de Spa c'est même 7. Donc voilà, on voit qu'il y a un vrai souci de réalisation de ce côté-là. Je suis pas d'accord, ce qui est assez rare, parce que normalement je suis plutôt d'accord avec lui sur Twitter, avec Étienne Gourzeau, qui est journaliste à Dico du sport, qui parle également d'athlétisme, donc je le suis parce que c'est aussi une discipline qui m'intéresse, et qui dit que les coureurs seraient allés jouer au loto, qu'ils auraient été moins à la loterie que de participer au prologue du Tour de Romandie, une honte ce parcours. Déjà, bon, plus c'est court, plus les différences sont extrêmement réduites. On s'aperçoit quand même que là aujourd'hui il y a des coureurs qui perdent quasiment 5 secondes du kilomètre. Hein. Donc pour un côté. Pour moi, c'est pas de la loterie. Parce que la loterie, ça veut dire de l'aléatoire. C'était pas de l'aléatoire. Il n'y a pas eu la pluie. La pluie a fait un petit peu son apparition. Mais pour moi, c'est beaucoup moins la loterie quand il y a de la pluie, quand il y a du vent à la moitié. Tu sais, au bout de 10 coureurs, tu as du vent qui passe à 40 km/h. Ou par exemple, ce qui était de la loterie. L'année dernière, le contre-la-montre par équipe de la Vuelta, c'était de la loterie. Fallait partir en premier, sauf que partir en premier, c'était un jeu de tirage au sort. Ça, c'était de la loterie. Sur ce chrono-là, c'est pas de la loterie. Il fallait être bon en technique sur le vélo, il fallait être agile. On a vu des coureurs s'en sortir correctement, des coureurs ne pas s'en sortir correctement. Il fallait avoir du bon matériel. On voit chez Astana, ils ont pris les guidons de triathlètes, les vélos de chrono. Parce que contrairement à ce que disait Cyril Guimard sur la chaîne Équipe, c'était les vélos de chrono. Les vélos Vidier de chrono sont très fins au niveau des tubes. C'était une mauvaise idée. Ceux qui ont pris la roue lenticulaire, je vois pas l'intérêt de prendre une roue lenticulaire sur un parcours comme ça. Vraiment. Pour moi, c'était plus intéressant de mettre des prolongateurs sur un vélo traditionnel que de mettre une roue lenticulaire. Et je trouve qu'il y a peu de coureurs qui ont mis prolongateurs sur vélo traditionnel. Et pour moi, non, c'est pas de la loterie. Il fallait être doué techniquement. Il fallait être à l'aise techniquement, être en capacité de faire des relances, bien choisir son matériel. Ça, c'est pas de la loterie. C'est du travail avant course. Bien repérer le parcours aussi en amont, faire 2, 3, 4 passages. Pourquoi pas? Ça, c'est pas de la loterie. Donc non, c'était absolument pas de la loterie. Je suis pas d'accord avec lui. Faut pas aller non plus dans la sursécurisation. C'est à vouloir ne pas faire certaines choses qui peuvent apporter du spectacle par surprotéger les coureurs. Oui, on parle de sécurité aujourd'hui énormément, mais là, par exemple, sur le parcours qu'on a eu aujourd'hui, pour moi, le parcours était sécurisé. C'était pas dangereux aujourd'hui, c'était technique. Il faut pas confondre dangereux et technique. Le Tour du Pays Basque, on ne devait pas y aller, mais parce que la route était dans un sale état et que c'était dangereux. C'était pas technique, c'était dangereux. Là, c'était technique, mais comme je pense aux régions Pays de la Loire Tour, il y a une étape où dans le finish, vous avez un pif-paf, un gauche-droite. Ça, c'est technique, mais c'est pas dangereux. C'était un droite-gauche plutôt. Ça, c'était technique, puis c'était pas dangereux. Faut pas non plus vouloir avoir des lignes droites de 15 km sur des contre-la-montre, parce que ça, déjà, on n'en aura quasiment pas. Et ça sera pas intéressant. Moi, ce que je retiens aujourd'hui, c'est que déjà, les spectateurs ont dû prendre du plaisir, que moi, derrière la télé, j'ai pris du plaisir. Aujourd'hui, est-ce qu'on a eu des grosses chutes? Non. Ça montre bien que ça devait pas être très dangereux, parce qu'on n'a pas eu des grosses chutes. J'ai vu parfois des contre-la-montre où les mecs tombaient. Donc, et pour moi, c'était pas de l'aléatoire, parce que les conditions météo, par exemple, n'ont pas changé la donne. Il fallait juste être doué sur un vélo. Donc, je suis assez en désaccord avec ce tweet d'Étienne Gourzeau, que vous pouvez retrouver sur Twitter, vous pouvez suivre, hein, parce que c'est souvent intéressant. Mais là, je suis en désaccord assez net avec ça, parce que pour moi, c'était pas de l'aléatoire. Bon, on regarde tout de suite le résultat. Avec la victoire de Michael Zillard, je pense que je prononce très mal. Donc j'ai appris que c'était le neveu des Léotien Van Morzel. Je ne connaissais pas Léotien Van Morzel, c'est une des stars du cyclisme féminin des années 80-90, l'adversaire numéro 1 de Gianni Longo de cette période-là. Et donc il a été très très bon. Deuxième victoire en World Tour cette année pour Tudor, après l'étape sur Paris-Nice. Il est parti dans les premiers.
Et donc, je ne sais pas s'il a pris beaucoup de risques dans les virages, mais de toute manière, il fallait bien virer, hein. Il est à 46 903. Donc 46 903, c'est départ arrêté, hein. C'est-à-dire que sur le parcours, il était à haute vitesse. Donc ça, c'est plutôt une très très belle performance de la part de Michael Gillard. Donc non, très très bien de la part du Néerlandais, du côté de la Tudor, il peut être content, et puis la Tudor peut être contente. Ils étaient assez heureux à l'arrivée. Alors par contre, en termes de récupération, il a dû passer 2 heures écart, quasiment sur le siège éjectable, pour faire la version française, pour Cyril Guimard. Ouais, ça a dû être en termes de récup, c'est pas l'idéal. Il a dû passer par de grandes émotions, je pense aujourd'hui, devant Cameron Scott. Alors lui aussi, il a surpris un petit peu tout son monde, Cameron Scott, mais j'ai envie de dire nationalité de Cameron Scott, si je ne me trompe pas, parce que je ne veux pas me tromper aujourd'hui, du côté de Cameron Scott, australien. Et c'est vrai que ce qui est assez particulier du côté des prologues, beaucoup de prologues comme ça très court, hein, sur 3-4 km grand maximum, ont été remportés par des Australiens. Pourquoi? Parce qu'en Océanie, on commence souvent par le cyclisme sur piste. Aujourd'hui, c'était 2 minutes 55, donc c'est un type d'effort extrêmement court. Ce type d'effort-là convient aux spécialistes de la poursuite et aux punchers. Puncher aussi, parce que la montée du mur de 8, de 40, hein, le record de Valverde, donc on est totalement sur ces temps d'effort-là. Donc c'est vraiment deux types de coureurs qui normalement s'en sortent très très bien, et puis des coureurs qui sont agiles sur un vélo. Et ça a été le cas de Cameron Scott aujourd'hui du côté de la Bahrain Victorious. Derrière, Alaphilippe Godon, ça fait du bien pour Julien Alaphilippe. Moi j'avais un peu peur du côté de Julien Alaphilippe qui aujourd'hui ne prennent pas de risques. Parce que c'est quand même un coureur qui s'est mis des grosses chutes ces derniers temps. Il revient après une petite période de repos avant le Giro qui va être un gros objectif pour lui sur sa saison, avec une fracture du genou. Donc je me suis dit, allez, il va peut-être être prudent dans ses trajectoires, il va peut-être pas prendre beaucoup de risques. Et puis non, il a été solide dans les virages, il les a pris avec beaucoup de vitesse. Et encore une fois, format puncher, c'est un type d'effort qui convient très clairement à des punchers et aussi aux sprinters, parce que les sprinters ont tendance à être très à l'aise sur un vélo, à prendre des risques et puis à bien passer le virage. Donc ça, c'est très très bien de la part de Julien Lafilippe. Devant Dorian Godon, Dorian Godon, très bon puncher, il aime bien ce type d'effort également. Donc je ne suis pas surpris. Ivo Oliveira 5e, piste pour Ivo Oliveira. À 3 secondes. Il a très bien viré, je l'ai vu dans le dernier virage notamment, c'est l'un de ceux qui a pris le mieux le dernier virage. Donc excellent du côté d'Ivo Oliveira, du côté de la UAE. On voit que donc ça se tient en 3 secondes, mais 3 secondes sur 2 km, c'est déjà une seconde de kilomètre. Hein. Donc c'est là où je vous dis que quand même Zicart il a été bon parce qu'il met une seconde de kilomètre à Alaphilippe, à peu près, hein, et à Dorian Godon. Donc ça veut dire que dans le top 5, il y a déjà les coureurs qui sont à une seconde de kilomètre. Derrière Van Dijk qui confirme sa bonne période de Paris-Roubaix, parce que c'est vrai que Van Dijk était très très bien du côté de Paris-Roubaix, donc là c'est intéressant, il continue sur sa bonne lancée. Et puis Gianni Vermeersch, le Belge, lui aussi très bon sur Roubaix, sur les classiques flandriennes, après une petite pause, il revient. Il a fait du cyclocross, hein, Vermeersch, donc là aussi c'est type d'aller sur un vélo, hein, comme vous faites du cyclocross. Après Niklas Arm, toujours bon dans ce type d'effort. Sur les chronos très courts, Arm, c'est un coureur qui est toujours performant. Et puis Alex Arambourou. Et le petit Antoine Aibi, alors lui, je ne le connais pas. Hein, je voulais regarder le Suisse. Donc Antoine Aibi, 25 ans, a été dans des équipes suisses, hein, en Conti, qui est maintenant dans des équipes amateurs. Troisième du Grand Prix de la ville de Lidier, donc bon sprinter, ça veut dire, traduction. Quatrième également d'une étape du Sibiu Cycling Tour, c'était en 2019. Donc à l'époque, il était dans une équipe Conti. Bon, depuis, sa carrière est un petit peu difficile. Oui, c'est pas un spécialiste du cyclocross non plus. L'année dernière, sur pas mal d'épreuves françaises, il a remporté une étape sur le Tour du Pays Rouennais, comme vous voyez. Et puis sur le Tour de Romandie, l'année dernière, il avait pris des échappées. Il n'avait même pas été fantastique sur le prologue. L'année dernière, au Tour de Port-Vallée, c'était quasiment un contre-la-montre, parce qu'on était à la limite du prologue. C'était autour d'un lac. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une chicane qui était assez merdique, la chicane, du souvenir que j'avais sur ce parcours l'année dernière.
Eh bien, on descend maintenant du côté des leaders. Celui qui s'en sort le mieux pour moi aujourd'hui, c'est Van Wilder. Très bon pour virer avec son vélo en Van Wilder. Il a pris vraiment des très très bons virages. Il en rate un. C'est celui qui se refermait là, qui a mis en difficulté pas mal de coureurs. Là, il passe un peu large. Mais pas mal du côté de Van Wilder, 4 secondes. Puis surtout, il est en avance sur tous les leaders pour le classement de la montagne. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc après, on a Joseph Cerny, qui sera son équipier. Enric Mas, je m'attendais pas à ce qu'il soit performant sur ce parcours, Enric Mas. Je m'attendais plutôt à ce qu'il perde du temps, parce que bon, puncher, c'est pas forcément sa qualité numéro 1. À l'aise sur un vélo, j'ai pas souvenir non plus que ça soit sa qualité numéro 1 à Enric Mas, donc plutôt pas mal. Tu vois, il finit dans les temps de Thibaut Nice. Donc Thibaut Nice qui est cyclocross, pas mauvais sprinter. Donc vraiment bien du côté du coureur de la Movistar. Autre coureur suisse, tiens, en passant, Jan Sommer, qui est un VTTiste, je crois, de tête. Jan Sommer, à vérifier pour ceux qui suivent les VTT. Mais 7ème par exemple d'une épreuve nationale en Suisse. L'année dernière, il était allé sur le Tour de Romandie. Également quelques cyclocross l'année dernière, notamment 7ème du championnat de Suisse, donc pas mal du côté de Jan Sommer. Donc Enric Mas, Thibaut Nice, Venturini, quand on parlait de mecs qui sont spécialistes du cyclocross, hein, on le voit, Venturini à l'aise sur son vélo. Ça s'est bien passé. Et Benjamin Thomas, l'inverse, coureur qui aime la poursuite. Voilà, on est sur un effort qui se rapprochait. Donc ça s'est bien passé également pour lui. Du côté des autres leaders, Lenny Martinez, 6 secondes, c'est très bien, avec Juan Ayuso notamment. Du côté de Lenny Martinez, belle perf. Mais ça confirme ses qualités de puncher à Lenny Martinez. Hein. Et puis sur le chrono, ça se passe plutôt pas mal. C'est un coureur aussi qui arrive à être très compact sur un vélo. Donc c'est un coureur qui arrive à être plutôt pas mal. Et puis Ayuso, on l'avait vu déjà en début de saison. Hein. Du côté de Tirreno Adriatico, sur un parcours qui devait faire 7 km, où il y avait aussi pas mal de virages sur la dernière partie, il s'en est très bien sorti, Juan Ayuso. Aujourd'hui, Magnus Sheffield un peu plus loin, pas à l'aise sur son vélo. Nolan Maudo, également pas mal, du côté de la Cofidis. On retrouve Vlasov à 7 secondes, ce qui montre quand même la performance de Martinez, parce que Vlasov est pas mauvais sur le chrono, mais je pense que à l'aise sur un vélo, c'est pas si facile que ça pour Alexandre Vlasov. Aujourd'hui, Adam Yates à 8 secondes. On retrouve Adam Yates, par exemple, avec Cyril Barth, qui je trouve a fait un bon chrono. Le sprinter puncher de la Groupama FDJ. On voit également Andreas Krohn, puncher. Et puis Simone Consoni du côté des sprinters, mais qui ne jouera pas le général. Adam, qui s'en est mieux sorti que Simon Yates. Alors pour pas grand chose, hein, 1 seconde près pour Simon Yates, qui est avec Jane Lay. Donc pas mal là aussi, intéressant. Ils sont dans le bon côté du classement, je dirais, ces deux coureurs là. On retrouve ensuite à 10 secondes pas mal de coureurs, notamment Uran. J'avais un peu peur pour Uran aujourd'hui en me disant il allait peut-être pas prendre trop de risques en termes de trajectoire, mais il s'en est plutôt bien sorti. Avec également Carlos Rodriguez du côté d'Ineos. Lui aussi, hein, on pouvait avoir un petit peu peur, parce que c'est pas le coureur le plus à l'aise sur un vélo. Comme Julien Lafilippe, il s'est pris quelques gabelles dans sa carrière, donc il aurait pu courir un petit peu avec le frein à main. Mais 10 secondes, c'est plutôt très très bien. Au niveau de Moschetti également, le sprinter de la Q36.5. McNulty, lui, il a eu un petit peu plus de mal à 11 secondes. Il se retrouve déjà à 5 secondes, par exemple, d'un Lenny Martinez. Donc voilà, du côté de Brandon McNulty, pas un chrono exceptionnel pour le coureur de la UAE, mais je pense que c'était trop court, tout simplement pour lui. Hein. Il aime les efforts un peu plus longs. Guggenhardt, 12 secondes. Lui, il a encore du mal. Hein. Il est de retour, mais il n'est pas encore au top de sa forme. Avec Harold Terrada également. Et puis Cavagna, Sivakov. Sivakov, il était avec le vélo de contre-la-montre. Je pense pas que c'était l'idée du siècle du côté de Pavel Sivakov. Aujourd'hui, heureusement, il perd pas trop de temps
on va dire, hein, quand on compare. Bon, à part sur Juan Ayuso, sinon sur les autres, ça s'est plutôt bien passé. David Gaudu, alors il est parti aussi assez tôt, hein, David Gaudu. Moi, j'ai pas vu son chrono. 13 secondes, c'est pas sensationnel. Ça le place surtout, encore une fois, à 7 secondes hein, de Lenny Martinez. Donc ça le place loin de Lenny Martinez. Quand il faudra un moment choisir un leader, ça va peut-être plutôt se concentrer sur Martinez plutôt que David Gaudu. Ciccone, le coureur de la Lidl Trek, était de retour comme Rudy Mollard. Je dirais que les deux s'en sont plutôt bien sortis. Comme Egan Bernal, ça c'était des coureurs qui ont encore du mal sur un vélo de contre-la-montre. Hein. Bernal, il n'a pas pris forcément les meilleures trajectoires, donc c'était des coureurs qui devaient limiter la casse aujourd'hui. Rudy Mollard, après sa commotion cérébrale du Down Under, il n'était pas encore revenu, Rudy Mollard. Et puis Ciccone, qui a eu une intersaison mouvementée, avec des douleurs à la selle, il a dû se faire opérer. Rudy Mollard, commotion cérébrale qui a été longue pour Rudy Mollard. Il y a des coureurs où ça... C'est pas aussi compliqué que pour d'autres. Et là, pour Rudy Mollard, ça a été très compliqué pour s'en remettre. Donc 14 secondes, c'est plutôt pas mal pour ces coureurs-là. Avec Arensman, on n'en a quasiment pas parlé d'Arensman. Pour un coureur qui, quand même, est techniquement l'un des meilleurs coureurs de la Ineos, il se retrouve troisième coureur hein, de cette formation au classement, du côté des coureurs qui visent le général. Donc c'est pas si exceptionnel que ça. Avec Ian Stockley et Richard Carapaz à 15 secondes. Pas très bien viré Carapaz dans certains virages, donc dommage. Alexis Fort-Prost, qui est au niveau de Carapaz, donc là c'est pas mal, et qui est avec Etaneter. Particularité d'Etaneter, il a failli tomber dans le fameux virage qui se refermait, donc ça a été un petit peu compliqué pour Etaneter. Quand je vous parlais de Guillaume Martin, c'est plutôt pas mal pour Guillaume Martin. Il est avec Lutsenko, donc c'est-à-dire déjà c'est pas le dernier du côté des coureurs qui sont bons en montagne. Vous avez Guita qui est derrière, Luc Plapp par exemple du côté de la Jayco qui est derrière, donc ça c'est plutôt pas mal du côté de Guillaume Martin. Et puis quand on regarde, il est qu'à 2 secondes de Gaudu, donc 1 seconde au kilomètre par rapport à Gaudu, c'est plutôt pas mal pour Guillaume Martin. Et c'est un peu plus loin, il est à 10 secondes, donc 5 secondes du kilomètre par rapport à un Juan Ayuso, un Lenny Martinez. Et c'est quand même un coureur qui est pas bon sur le chrono. Normalement il aurait dû se retrouver un peu plus loin, donc je trouve que c'est plutôt pas mal pour du Guillaume Martin. Il limite bien la casse. Et Guita loin, Luc Plapp, alors ça c'est un peu une surprise parce que Luc Plapp, bon sur la piste, il a été pas mauvais sur la piste il y a quelques années, il faisait du cyclisme sur piste. Pour moi Luc Plapp, australien, donc normalement c'est des coureurs qui s'en sortent bien sur ce type de parcours. Là ça s'est pas bien passé pour Luc Plapp. On descend, Lorenz Heuss qui s'est fait une belle frayeur à un moment sur le passage à niveau au début de course. Il s'est fait un peu peur. Lorenz Heuss, David Delacroix, Oscar Rodriguez, Eddie Dunbar. Mauvaise nouvelle pour lui. Hein. Déjà 20 secondes de perdu, Eddie Dunbar, pas en confiance. Coureur qui s'est pris quand même pas mal de gamelles, qui est pas en confiance, je pense, Dunbar tout simplement. Donc beaucoup de temps de perdu. C'est ça qui est intéressant avec les coureurs, avec les prologues, c'est que vous pourrez être bon sur le chrono. Dunbar sur un chrono, il n'aurait pas perdu autant de temps sur un chrono classique de 25 km. Il aurait collé peut-être 1 minute à Guillaume Martin. Oui, mais sur un prologue, je trouve que ça rabat les cartes. C'est pour ça que j'aime bien les prologues. C'est pour ça que je trouve qu'on n'en a pas assez dans l'année. Alors je dis pas d'en avoir tout le temps, mais c'est quand même un type d'effort que j'apprécie vraiment bien. Et puis Mentis, bon lui, contrairement à Guillaume Martin, il n'a pas réussi à limiter la casse, je trouve, sur ce type d'effort. Et puis ensuite Ruben Thompson, lui a fini à 41 secondes. Je rappelle qu'il n'y avait pas de délai vu que c'était un prologue. Et que sur un prologue, il n'y a pas de délai. Guillaume Martin, il est 123e sur 161, c'est plutôt pas mal pour du Guillaume Martin. Hein. C'est un coureur qui n'aime pas le contre-la-montre, donc il a réussi à mettre des coureurs derrière, notamment Peña, aussi le Colombien de la Jayco Alula, coureur prometteur, ou même Fausto Mastada. C'est plutôt pas mal du côté de Guillaume Martin. Allez, on regarde tout de suite l'étape de demain. Demain, on partira de Château d'Oex pour aller
là vous ne l'avez pas à l'écran, pour aller à Fribourg, avec un circuit autour de Fribourg qu'on prendra pendant une grande partie de la journée, avec notamment la côte d'Arc-en-Ciel et la côte de Lorette. Voilà, sur ce parcours. Côte de Lorette, donc qui fera 1,8 km à 7,3% de moyenne, et la côte de Lorette, 700 mètres à 12,7%, donc une côte qui va faire mal, voilà, aux coureurs physiquement, et puis un final qui sera plutôt plat autour de Fribourg après ce dernier passage du côté de la côte Arc-en-Ciel. Eh bien, ça sera un final plutôt plat, voilà, sur ce parcours. Donc ça devrait convenir entre puncher, coureur avec une bonne pointe de vitesse, un Thibaut Nice, je pense, devrait passer aujourd'hui sur cette étape-là. Donc je pourrais le mettre parmi les favoris. Un Thibaut Nice, un Ethan Etter aussi pourrait s'en sortir sur ce parcours, mais on verra ça demain. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao ciao.